Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Harold J. Benjamin, que j'ai rencontré au salon littéraire à Arzon au mois de février. Harold est écrivain. Bonjour Harold. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour une interview dans mon émission Au fil du lien. Merci de m'accepter sur votre antenne. Merci pour nos auditeurs. Alors, je vous présentais comme écrivain, vous avez été enseignant, vous avez vécu à l'étranger et vous vivez actuellement dans le Morbihan et vous êtes agrégé d'anglais, passionné par l'histoire et la lexicographie. Oui. Alors, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est la lexicographie ? La lexicographie, disons que c'est l'étude des mots et de la manière dont ils sont utilisés. Voilà, c'est une définition assez simple, mais qui correspond tout à fait à ce que c'est. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, je pourrais citer peut-être le dernier ouvrage de lexicographie que j'ai publié avec un de mes collègues de la fac, Monsieur Michael Riccioli. Je parle des colocations. Alors, le mot colocation avec deux L, pas avec un L, n'a rien à voir avec le logement. Les colocations, ce sont si vous voulez, les associations de mots qui se font naturellement dans une langue donnée. Il y en a dans toutes les langues. Il y en a en français, par exemple, si je dis un réseau social. Bon, on connaît le mot réseau, on connaît le mot social, mais ces deux termes viennent naturellement dans l'actualité. Voilà, ça c'est une colocation. Et moi, je m'intéresse aux colocations en anglais parce que je pense que c'est un bon moyen d'aborder l'étude de la langue. Alors, vous avez vécu à l'étranger. Est-ce que ça a nourri votre intérêt pour la lexicographie ? Très sincèrement, non. J'ai travaillé au Maroc pendant 2 ans. C'était au tout début de ma carrière. Et en réalité, j'étais ce qu'on appelait VSNA, c'est-à-dire volontaire du service national actif. Donc qui a remplacé un service militaire qui existait encore à l'époque. Et j'étais professeur d'anglais à Casablanca, au lycée français. Mais pour répondre à votre question, est-ce que ça nourrit mon intérêt pour la lexicographie ? Non, pas vraiment, mais cela dit, vous savez, un professeur de langue s'intéresse forcément d'une façon ou d'une autre à ce domaine. Oui, puis à la vie et aux coutumes des pays que vous avez traversés. Alors voilà, bien sûr, oui. Les interactions avec les personnes, les rencontres. Absolument, les rencontres. Dans un pays comme le Maroc, à cette époque-là, c'était absolument passionnant. Mais enfin, à cette époque-là, la lexicographie n'était pas encore dans mes domaines d'intérêt. Et qu'est-ce qui vous plaît, dans la langue, dans l'anglais, par exemple? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette langue? Dans la langue anglaise? Oui. C'est si vous voulez, son côté extrêmement concis et précis. Ce qui, d'ailleurs, explique, à mon avis, l'intrusion, j'oserais ce mot, l'intrusion de nombreux termes anglais dans la langue française. Mais oui, c'est ça, son côté précis et concis, voilà. L'anglais est la langue scientifique. C'est la langue scientifique, mais on peut... c'était aussi la langue d'autres domaines. Cela dit, ce n'est pas une raison, à mon avis, ce n'est pas une raison suffisante pour s'intéresser à l'anglais.
Très certainement, mais je faisais plutôt le lien avec le fait que vous disiez, voilà, c'est concis, c'est voilà. Oui, oui. Alors, Mais pas forcément dans le domaine scientifique, également dans la vie quotidienne. oui, bien sûr, mais c'est peut-être pour ça justement que pour la science, c'est aussi une langue qui est intéressante pour être compris et pour transmettre des messages rigoureux. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Non. Alors, Mais, oui. oui, je vous en prie. Non, je vous en prie. Donc lexicographie, et donc vous êtes auteur de romans noirs. Oui, oui. Alors comment vous êtes venu cette autre passion d'écrire des romans noirs, Harold? Déjà, pour répondre à votre question, comment m'est venue la passion d'écrire? Oui, tout D'écrire court, tout oui. court. C'est vrai, d'écrire tout court, oui. Voilà. Je pense que toute personne qui écrit a commencé par lire, et par lire énormément. Puis un beau jour, ça se fait comme ça, sans qu'on y réfléchisse. On s'est dit, mais ma foi, ça c'était vraiment chouette ce que je viens de lire. Est-ce que je serais capable d'en faire autant? Et si j'en faisais autant? Et puis, on réfléchit à la chose, elle mûrit en vous, et puis je pense que quand on commence à écrire, on a au préalable une sorte de scène originelle qui vous prend et qu'on a le désir de restituer comme une scène, quelque chose que l'on voit au théâtre ou au cinéma, quelque chose qui vous a marqué profondément. Et vous vous dites, ah oui, ça pourrait bien faire l'objet de mon écriture. Et puis on commence comme ça, on se dit, bon, ben, on commence à remplir une page, et puis le reste vient un peu comme un fil que l'on tire, et tout cela s'agence, et puis ça finit par un manuscrit. Quelle est cette scène originelle pour vous? Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est tiré de mon roman Le Grand Effroi de John Pickett. La scène initiale décrit l'exécution d'un pirate. Et c'est quelque chose qui c'est un spectacle. À l'époque, au XVIIe siècle, en Angleterre, c'était un spectacle public, les exécutions étaient publiques. Et cette scène-là m'est venue par des choses que j'avais lues ici et là, et j'en ai fait une sorte de petit cinéma personnel, puis je l'ai jeté sur le papier. Et puis à partir de là, je me suis emparé des personnages et je les ai laissés suivre leur vie autonome. D'accord, donc ça part en fait d'une émotion très, très, très personnelle. Oui, tout à fait. Donc pour chaque roman, on a comme ça des images très fortes qui vous poussent à écrire. C'est vrai donc pour mon premier roman qui s'appelle Morte en passant. Là, c'était une émotion extrêmement vive parce que je l'ai écrit au moment où on craignait que l'extrême droite n'arrive au pouvoir. Et j'ai voulu mettre ça en scène. C'était le point de départ de mon roman. C'est pas un roman politique, c'est un roman policier, de type classique. Mais c'est parti de là. Oui, c'est une manière aussi de transposer certaines émotions. Oui, on transpose les émotions en faisant agir les personnages. Là, j'ai plusieurs scènes originelles, si vous voulez, que je pourrais vous décrire, mais enfin, l'émotion forte pour ce roman-là, c'était cette crainte de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite.
D'accord. Alors avec sans doute des thèmes qui vous sont chers, comme rester Absolument. libre, que chacun puisse vivre en solidarité et avec l'acceptation de l'autre. Ça, c'est des thèmes qui vous parlent. Oui, tout à fait. Dans, on peut ce que vous dites là, on peut le retrouver dans chacun de mes romans. Alors il y a eu un point de bascule, si vous voulez, dans la mesure où après mes 2 premiers romans policiers, donc je vous ai dit de type tout à fait classique, je suis passé au roman historique. Oui. Alors là, si vous voulez, le point de bascule a été un séjour à Londres en 1988. Alors, j'ai fait un lapsus amusant parce que 1988, c'était le 4e centenaire de l'histoire de l'épisode de l'Invincible Armada, en 1588 précisément, et qui raconte l'aventure militaire entre l'Espagne et l'Angleterre à l'époque. Et alors, j'étais à Londres et il y a eu toute une flopée de parutions, de magazines, de livres, de films, de documentaires. Et petit à petit, je me suis intéressé à la question et elle m'a passionné. Et j'ai donc écrit cette trilogie sur donc la fin du XVIe siècle en Angleterre, la Renaissance. Voilà. Oui, votre goût pour l'histoire et puis aussi votre goût pour l'intrigue. Pardon, je vous entends mal. Je veux dire, le goût pour l'histoire et le goût pour l'intrigue. Ah oui, l'intrigue est au cœur des histoires d'espionnage et de conflits religieux, de guerres de religion à l'époque, bien sûr. Oui, parce que dans un de vos livres, effectivement, vous parlez comment, je ne sais plus le titre, mais vous allez m'aider. L'enlèvement, un jeune écolier qui est enlevé et 2 érudits, dont Matthew, le père de l'adolescent, sont assassinés, et un jeune avocat a promis à la veuve de Matthew de trouver le coupable. Hein, ça, je crois que c'est dans les lunes de Jupiter, paru en 2022 aux éditions Cohen et Cohen. Donc des thèmes finalement très forts, c'est-à-dire également avec une histoire humaine, hein, l'enlèvement, l'assassinat d'un enfant, des choses qui sont aussi dans le monde actuel souvent l'objet d'adaptation au cinéma. Donc vous mêlez l'histoire et puis des intrigues qui sont souvent contemporaines. Oui, je profite aussi de cette trilogie pour aborder des thèmes qui sont des thèmes contemporains, par exemple la discrimination, la pollution. Oui. Parce que figurez-vous que déjà à l'époque, la ville de Londres souffrait de la pollution parce que on avait rasé toutes les forêts aux alentours et on brûlait le bois et bon, ça posait des problèmes aux habitants. La maladie et en particulier la peste, évidemment. Je cherche le mot, le confinement. Ça existait déjà à l'époque, le confinement. Et bien d'autres choses que le lecteur reconnaîtra sans peine. En fait, vous aimez également le dialogue à travers les âges. Oui. Et il faut dire que le roman policier est un médium idéal pour parler de tout un tas de choses. Le roman policier est une sorte de prétexte, n'est-ce pas? C'est en partie pourquoi il me passionne et pourquoi j'en lis tellement à titre personnel. Mais beaucoup de Français aiment les romans policiers. Il est aussi question de rythme aussi dans les romans policiers. Oui, il est question de rythme, mais ce rythme peut varier énormément. Il y a des rythmes qui sont haletants. C'est ce qu'on appelle en anglais les page turns, hein, c'est-à-dire on tourne les pages à toute vitesse par la suite. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus calmes, plus réfléchis, où le détective prend son temps. Bon.
Oui, à la recherche d'indices. Quel rôle joue la peur dans vos romans? La peur, c'est celle des personnages. Hmm. Il n'y a pas de roman policier sans peur, de toute façon. Et si le livre est réussi, je crois que la peur se transmet d'une certaine façon au lecteur. Est-ce que vous, Harold, vous avez découvert certaines peurs qui étaient enfouies en vous et qu'en écrivant certains romans, ces peurs ont ressurgi à la surface? Je ne l'exprimerai peut-être pas ainsi, mais je vous ai parlé tout à l'heure de la peur de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France, en 2007. Ça illustre bien ce que vous dites. Oui, mais est-ce que je parlais de peur peut-être plus symbolique, par exemple la peur de perdre quand on est enfant ses parents, la peur que certains enfants ont, par exemple, de voir les animaux et la nature abîmés. Est-ce que dans vos romans il y a des choses qui vous sont, disons, qui servent de fil rouge? De fil rouge, peut-être pas, parce que le fil rouge, c'est l'histoire que je raconte. Et cette histoire-là, elle est... Comment vous dire cela? Ce n'est pas forcément l'histoire de mes peurs personnelles. C'est l'histoire des... Par exemple, si je prends l'histoire, le titre, Le Grand Effroi de John Pickett, c'est ce qui vous a amené à me poser la question. Le personnage est, comme dans un roman picaresque, il est ballotté par les événements, il n'a pas pris sur les événements, et il a constamment peur de ce qui va lui arriver. Et dans mon histoire, il a tout à fait raison d'avoir peur. Pour créer des personnages, il faut avoir un accès au caractère des personnes. Est-ce que lors de vos séjours à l'étranger, il y a des rencontres que vous avez faites qui vous ont marqué plus que d'autres, ça, très certainement, mais qui ont nourri indirectement certains traits de caractère de vos personnages? Il faudrait demander au personnage. Non, je ne crois pas. Très honnêtement, non. Non. Bon, je vais vraiment essayer d'en savoir un peu plus. Alors, vous avez été enseignant, Harold. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quelle a été cette expérience d'enseignant et quels ont été pour vous les apports de cette profession dont on parle énormément depuis plusieurs mois en France? Oui, alors, je vais peut-être préciser une ou deux choses. J'ai commencé à enseigner en lycée, oui. Dans le secondaire, donc. Puis, vers les années 90, j'ai commencé à enseigner dans l'enseignement supérieur au niveau BTS, assistant de direction. Et puis, dans les 10 dernières années, j'ai enseigné l'anglais en classe préparatoire aux grandes écoles. Ces expériences ont été extrêmement enrichissantes pour la simple raison que elles vous obligent à vous renouveler constamment. Oui. Si vous ne voulez pas devenir ce genre de profs qu'on a tous connus qui ont leur cahier devant eux dont les feuilles sont jaunies et qui répètent tout le temps la même chose. Oui, cauchemar. Donc ça a été des années d'enseignement très, très intéressantes pour vous. Ah, très, très enrichissante, oui. Très enrichissante. Alors, je disais au début de cette interview, Harold, que je vous avais rencontré donc au salon littéraire à Arzon le 19 février, un dimanche. Et faites-vous des dédicaces? Allez-vous à des salons plusieurs fois dans l'année? Comment les lecteurs peuvent vous rencontrer? Oui, effectivement, j'essaie de participer
à des salons littéraires, à des séances de dédicaces. Je fais également des conférences sur, vous l'aurez deviné, sur l'Angleterre de la Renaissance, au XVIe siècle, la société élisabéthaine. Voilà mon activité en liaison avec ce que j'écris. Maintenant, les auditeurs peuvent consulter mon site internet, benjamin.fr, tout simplement. Oui, nous mettrons les références sur notre page Facebook de Radio Rivage. Pardon, je vous ai mal entendu. Nous mettrons vos références sur notre page Facebook de Radio Rivage. Comment voir vos créations. Oui, très bien, merci. Alors, nous arrivons au terme de cette interview et à chacune de mes interviews, je tends une carte blanche à mon invité afin de lui permettre de nous parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et qui n'aurait pas été abordé lors de notre interview. Alors, quelle est cette carte blanche pour vous, Harold J. Benjamin ? Écoutez, effectivement, il y a un sujet qui est tout à fait d'actualité et qui n'a pas été abordé dans notre entretien, bien sûr, c'est celui des retraites. Celui des retraites. Oui. Actualité brûlante. Voilà. Je pense que nous sommes dans une situation où il est tout de même indispensable de prendre en compte la valeur et l'importance du travail. Je ne vais pas vous parler de la valeur travail, comme c'est un peu l'habitude de nos jours. Le travail n'est pas une valeur. Je crois que les gens qui travaillent ils ont souvent une perspective un peu déformée par les conditions traditionnelles d'activité salariée. Et l'important pour eux, c'est d'arriver en bonne santé à l'âge de la retraite. Ce qui est légitime. Et plus on recule l'âge de la retraite, et moins les progrès de notre société ont de l'importance. Je veux dire par là, à quoi est-ce que ça sert de reculer l'âge de la retraite et d'obliger les gens à travailler plus longtemps, alors que on réalise des progrès depuis, disons par exemple depuis 1945, l'institution de la sécurité sociale et des retraites, on réalise des progrès scientifiques, mais dans le domaine du travail, pas grand-chose qui a changé. Donc là, vous parlez, Harold, des conditions de travail. Oui. Et finalement, d'épanouissement qui n'est pas toujours au rendez-vous. Absolument. Et de réalisation de soi. Oui. Et quand on est écrivain, se réaliser, ça résonne fort. Oui, mais bon, est-ce que je suis écrivain ? Non, je suis auteur parce que je ne vis pas de ma plume. Si je devais vivre de ma plume, je serais sous les ponts de Paris. Vous faites une différence entre auteur et écrivain. L'écrivain est un professionnel. Moi, je ne suis pas un professionnel de l'écriture. Mais dans l'esprit, peut-être, mais dans l'esprit du public, ça ne fait qu'un. Pardon, je vous ai mal entendu. Dans l'esprit du public, finalement, ces deux mots sont presque synonymes quand on achète un livre et qu'on voit que la personne a écrit, et auteur. Dès qu'on écrit un livre, on est un écrivain. Mais en revanche, pour l'écrivain lui-même, c'est pas forcément vécu ainsi.
Oui, je comprends très bien, mais moi, je fais la différence. Vous faites la différence. Eh bien, écoutez, c'est sur ces deux mots très beaux, auteur, écrivain, tout ce qu'on a partagé ensemble lors de cette interview. Je tiens à vous remercier, Harold, pour nous avoir consacré du temps. Pour nos auditeurs, merci. Pour Radio Rivage, pour mon émission Fil du Lien. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, le montage, la technique qui m'accompagne à chaque émission. Au revoir, Harold, à bientôt. Oui, j'espère, avec grand plaisir. Plaisir partagé. Chers auditeurs, à très vite sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.